Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique dans les foyers. Quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, dans la série La famille tout écran. On regarde un épisode ensemble juste après. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Lev Frankel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lev. Bonjour. De quoi on va parler avec vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Philippine, on va parler du manga le plus vendu de l'histoire. Et on voit ça dans un instant. Et puis c'est notre question du jour. Comment proposer des expériences de formation complètes, immersives et adaptées aux besoins de chacun? Comment aussi la formation professionnelle se réinvente-t-elle grâce à l'intelligence artificielle et d'autres technologies? On va voir ça, la preuve par l'exemple, avec notre invité du jour. Il s'appelle Alan Drabczynski. Vous êtes responsable de projet dans la société Online Format Pro. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alan, on en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec la série La famille tout écran initiée par notre partenaire le Clémy. On regarde tout de suite un épisode. Je vous le dis, chers membres de la famille, aujourd'hui nous allons bousculer une vieille habitude. J'aime bien quand Erwan organise des conseils de famille. On dirait presque des conseils militaires. On sait dire non quand quelque chose va mal et on sait se reprendre en main. Waouh, il sait prendre des décisions. La tablette n'est pas une nounou. Nous ne pouvons pas confier notre enfant à un écran. C'est juste dommage qu'il s'en rende compte trop tard. Jamais. Nous ne lui laisserons la tablette. Juste parce qu'on croit que ça nous facilite la vie. Enfin, trop tard pour toi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La petite m'a pas loupé. T'as toujours eu le sens du sacrifice. Je vais te dire, je déteste l'art abstrait. On ne laisse pas un enfant seul devant un écran juste pour pouvoir avoir la paix. Sinon, c'est prendre le risque qu'il n'ait plus envie de bouger, qu'il prenne du poids. C'est à coup sûr des troubles de la concentration et du sommeil. Prenez la poussette, un ballon, et hop, dehors. Tablette, je veux faire du dessin avec toi. Et voilà pour la famille tout écran. Et puis c'est notre sujet du jour. L'intelligence artificielle a le potentiel de transformer notre manière d'apprendre et d'enseigner aussi. Et ça, Online Format Pro l'a bien compris. L'entreprise EdTech travaille depuis plus de 4 ans déjà sur l'intégration de cette technologie dans toutes ses formations, tous secteurs confondus. Comment et avec quels résultats? Justement, on va en parler avec notre invité du jour dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Alan Drabczynski, responsable de projet chez Online Format Pro. Qu'est-ce que c'est Online Format Pro en quelques mots? C'est beaucoup de choses. En quelques mots, alors Online Format Pro, c'est deux choses distinctes. Déjà, c'est une entreprise EdTech qui met en avant les innovations technologiques au service de la pédagogie pour révolutionner la formation et les manières d'apprendre. Ça, c'est la première partie. Donc, on a une multitude d'outils et de plateformes pour à la fois gérer la formation. On a un catalogue aussi de formations sur différentes thématiques, il y en a une vingtaine. Tout un écosystème qui est aujourd'hui piloté, si vous voulez, par un chef d'orchestre qui est l'intelligence artificielle. Et donc, toutes ces innovations sont toujours au service de la formation. Et en parallèle, nous sommes organismes de formation nous-mêmes. Donc, nous formons à peu près 8000 apprenants par an au métier à la fois du numérique, mais aussi du tertiaire. La technologie qui transforme, on le disait, vous le disiez aussi, le secteur de la formation. Vous avez notamment récemment lancé sur votre plateforme une solution, ça s'appelle Online Auteur, une intelligence artificielle qui est basée sur ChatGPT, qui permet aux enseignants de faire à la fois des examens, de générer des évaluations et de créer des modules de formation aussi. C'est ça. Là où ça prenait plusieurs heures à un responsable de formation ou à un formateur d'évaluer les compétences de ses apprenants, là, en un prompt, enfin, un message, une demande, on appelle ça un prompt en IA, et un clic sur générer, vous avez des dizaines, voire des centaines de questions éditables par la suite. Hein. L'humain reste au cœur de la démarche et puis peut éditer ses questions et ses réponses. Mais voilà, en une dizaine de secondes, on peut avoir une évaluation très qualitative
sur n'importe quel domaine de formation possible. Et ça s'applique justement à tous les domaines, que ce soit du marketing, de l'apprentissage des langues, jusqu'à la Du cybersécurité. management, et alors tous les domaines et tous les niveaux également. Si je spécifie à l'IA que je travaille dans une formation professionnelle de 8 mois, ça va s'adapter. Si je suis dans une formation supérieure à l'université en chirurgie, ça va s'adapter. C'est phénoménal et extrêmement puissant. Quels sont justement les principaux atouts de cette nouvelle fonctionnalité? Qu'est-ce que les enseignants eux-mêmes vous disent? Parce que j'imagine que ça révolutionne complètement leur quotidien aussi. Ça révolutionne leur quotidien et à plus haute échelle, je pense que ça révolutionne les métiers. Ça les fait muter. Il y a beaucoup de peur derrière en disant je vais perdre mon emploi, mais en fait un professeur ou un formateur, c'est plus que quelqu'un qui fait une batterie d'évaluation ou de formation. C'est quelqu'un qui est proche des étudiants ou des apprenants, c'est quelqu'un qui va les motiver, qui va comprendre leur aspiration, qui va... Voilà. En fait, l'IA a ce potentiel, j'ai envie de dire, incroyable de laisser plus de place à l'humain dans la formation. Et ça, c'est génial, c'est aussi un peu paradoxal. Et ça change tout, effectivement. Personnaliser le parcours de formation de chaque apprenant, c'est aujourd'hui la clé, selon vous, dans ce secteur pour, quelque part, se démarquer face aussi à la diversité des offres dans la formation supérieure. On ne l'a pas pris comme ça. Alors, Online Format Pro existe pour une raison, c'est individualiser la formation. Et c'est vraiment centré sur l'apprenant. On n'a pas réfléchi cette démarche en termes business, si je peux dire. On l'a réfléchi en termes de, OK, ça fait des années que la formation parle d'individualisation, parce que c'est la puissance du numérique qui permet ça. C'est marrant, j'ai vu une interview de notre PDG qui date de 2011, et qui parle des évolutions de la formation et qui cite l'intelligence artificielle pour plus d'individualité. Et en fait, on y est. C'est-à-dire qu'au début, on faisait beaucoup d'efforts avec des questionnaires, par exemple, de positionnement pour essayer de comprendre l'apprenant. Là, on met un chatbot, un quart d'heure de conversation avec un apprenant, et on ne peut pas être plus dans l'individualisation quand on fait des formations ou des évaluations. Les élèves aussi, ça révolutionne complètement leur quotidien de formation. Oui, parce que eux, alors là, on est plus dans la partie création de contenu pédagogique. Là, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la formation, ça la révolutionne. Mais comment je peux dire? On a développé des outils et en R&D, la deuxième question qui se pose quand on a conçu l'outil, c'est est-ce que l'apprenant va pas la comprendre mais l'utiliser? Est-ce qu'il va être engagé à l'intérieur? Est-ce qu'il va continuer à l'utiliser dans le temps? Et ça aussi, c'est phénoménal quand on s'est aperçu que les apprenants avaient hâte d'être au lendemain pour continuer à utiliser ces outils. Des outils que vous continuez à développer, notamment dans le secteur des langues étrangères. Vous permettez justement d'apprendre ces langues d'une toute autre manière, puisque les apprenants se retrouvent au cœur de dialogues générés par une intelligence artificielle qui prend, en fait, si j'ai bien compris, la forme d'un copain virtuel dans lequel on se retrouve dans un bar fictif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, l'outil s'appelle Buddy. Donc Buddy qui veut dire copain en anglais. Et on est immergé dans un bar londonien. On va faire une rencontre fortuite avec voilà, une personne qui vient de là-bas et on va échanger une bière virtuelle avec une personne et on va commencer à faire la conversation. Alors l'avantage, c'est que si on est débutant en anglais et qu'on a envie de parler de football, parce que c'est notre passion, on peut. Mais si on est expert en anglais et qu'on a envie de parler géopolitique, on peut également. Alors je vous mets tous au défi de parler géopolitique avec une rencontre fortuite dans un bar en Angleterre. Oui. La personne va s'enfuir. Mais voilà, plus sérieusement, au niveau pédagogie, dans le panel de ce qu'on peut proposer en termes, encore une fois, d'individualisation et d'adaptabilité de l'outil, en fonction des compétences de l'apprenant, il n'y a pas mieux. Exceptionnel. Selon le baromètre EPI, la plus grande étude mondiale sur les compétences en anglais, la France n'est pas très bonne élève. Elle se classe à la 24e place sur plus de 35 pays. Pourquoi les Français aujourd'hui sont-ils si mauvais en langue? Est-ce que c'est la faute à la manière dont on apprend aujourd'hui les langues à l'école qui n'est pas forcément très immersive ni très dynamique? Je pense que si je me souviens, moi, de mes années de collège et lycée, on apprenait des textes par cœur. On était interrogé le lendemain et il fallait qu'on redise ce qu'on avait appris par cœur. Est-ce que c'est la meilleure méthode? Non. Est-ce que c'est la pire? Probablement. Par contre, quand, à titre personnel, je suis beaucoup en déplacement et j'utilise l'IA pour parler en anglais et m'exprimer en anglais, m'améliorer. J'ai mon meilleur accent anglais qui ressort parce que je ne suis pas jugé.
Et en fait, l'IA a cette capacité incroyable d'être toujours bienveillante, toujours dans l'entrain, et on le voit même, pas que avec mon expérience personnelle, mais toutes les personnes, tous les apprenants qu'on a dans notre OF qui utilisent ça, que ce soit en formation professionnelle ou en insertion, c'est aussi très important pour un public éloigné de l'emploi et du numérique. Ça décuple, si vous voulez, leurs compétences et ça les fait avoir confiance en eux. On a un peu moins honte aussi de notre accent, effectivement, et moins peur C'est un peu ça. de faire des erreurs. Et ça change tout. Alors, à la fin de cette expérience immersive aussi, Buddy souligne les réussites des apprenants et surtout analyse en temps réel notre prononciation, un peu comme un prof le ferait dans une salle de classe, mais avec ce côté individualisé en plus. C'est ça qui fait aussi votre différence aujourd'hui? C'est ça. Et encore plus. C'est encore mieux. Parce qu'en fait, on a fait le choix, c'était une vraie question à R&D. Se dire, dans notre conversation, est-ce qu'on a envie que la personne avec qui on parle nous fasse pas des réflexions, mais nous reprenne sur des mots qu'on a mal dit ou nous dise, il faut plus dire comme ça. On a supprimé ça de la conversation. Et on a mis ça dans une fonctionnalité à part, qui est très discrète, qui est consultable quand on a envie de la consulter. Et en fait, elles sont résumées à la fin de notre expérience par un export PDF en disant, voilà, ça fait 1 heure que vous parlez, maintenant, il y a 90% des erreurs qui sont faites sur telle chose. Ok, imaginez si vous arrivez à régler ce problème-là. Déjà 90% d'erreurs, ou même 70%. Voilà, c'est décorrélé de la conversation justement pour ce que vous venez de dire, c'est-à-dire arrêtons de reprendre les gens quand ils font mal. Et l'IA a cette opportunité de dire « c'est génial ce que tu fais ». N'aie pas honte. Voilà. Le métier de professeur est-il pas condamné aussi à disparaître avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, la manière dont ça révolutionne à la fois l'enseignement et l'apprentissage? C'est une crainte que vous avez ou au contraire c'est plutôt complémentaire? Pas du tout. Je pense que c'est une excellente nouvelle parce qu'en fait le métier de professeur aussi va muter. Il y a des gens et des universités qui interdisent ChatGPT, qui gardent leur précaré, qui gardent leur pédagogie, vieille de, on va pas dire combien d'années, mais est-ce que c'est la plus efficace? Encore une fois, je ne pense pas. Par contre, muter la pédagogie qu'on nous a attribuée jusqu'à maintenant en France, je pense que c'est une excellente nouvelle. Donc vous êtes contre l'interdiction quelque part de ChatGPT, comme le font certains pays, certaines écoles aujourd'hui, même en France? Bien sûr. Apprendre à utiliser l'intelligence artificielle notamment, plutôt que interdire. Oui, révolutionner la pédagogie, être plus créatif aussi. La pédagogie, c'est pas juste apprendre des notions. Il faut que la formation, la pédagogie soit dans la vie. Des mises en situation, des choses éminemment plus intéressantes que ce qu'on nous a donné sur les bancs de l'école. Lev, vous êtes enseignant aussi, philosophe. Quel regard portez-vous justement sur ces nouvelles technologies qui sont lancées à la fois par Online Format Pro et puis par plein d'autres acteurs, de plus en plus nombreux aussi, dans l'enseignement? Alors moi, personnellement, j'utilise pas encore beaucoup l'intelligence artificielle en tant qu'enseignant, mais j'ai un collègue qui a eu une idée très astucieuse, c'est de demander à ses étudiants, à ses élèves, de produire 2 copies, une copie avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, et une copie personnelle. Et puis, ça permettait de faire la différence et ça permet d'apprendre aussi à utiliser l'intelligence artificielle parce que demain, ça va être incontournable. Bien sûr. Ben ça, c'est génial parce que, en fait, je rebondis sur les arguments de Sciences Po, par exemple, parce que ça a été un événement. L'argument, c'est de dire ChatGPT n'est pas viable. À la fois, c'est du plagiat et en même temps, on nous dit ChatGPT fait plein d'erreurs. Mais heureusement qu'il fait plein d'erreurs. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que c'est la meilleure arme pédagogique d'un professeur de dire ChatGPT fait des erreurs. On fait un DM, un devoir maison avec ChatGPT. L'idée d'aller plonger dans le DM pour voir les erreurs, redire autrement ce que ChatGPT a mal dit mais même au niveau du style d'écriture, il y a tellement de choses à faire. Mais encore une fois, c'est une mutation du métier, une mutation de la pédagogie qui, je pense, va nous emmener encore plus loin dans l'apprentissage. Et justement, on va en parler de à quel point vous poussez la technologie pour continuer à pousser la formation aussi en France. On continue d'évoquer ce sujet dans un instant, mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud. Something
All right, here we go. Oh, look at him settle into it. Oh, buddy. Yes. My good man, to the market. This is amazing. Could we take a selfie together? Yes, we may. All right, awesome. Can I ask you what your name is? My name is Alexa. Yours? My name is Alexa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Alan Drabczynski, responsable projet chez Online Format Pro. Mais juste avant, Alan, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Lev Frankel qui a une idée derrière la tech. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Lev? Alors Philippine, si je vous dis un garçon au chapeau de paille qui rêve de devenir le plus grand pirate de tous les temps. J'ai une petite idée, peut-être One Piece? Exactement. Et c'est le manga le plus populaire. Des centaines de millions d'exemplaires vendus dans le monde. La série est sortie au mois d'août dernier sur Netflix en live action, ce qui veut dire qu'elle est incarnée par de vrais acteurs et c'est bien sûr un carton planétaire. Alors je suppose que vous allez justement nous dévoiler pourquoi cette série fascine autant. Et oui, vous commencez à me connaître et je suis convaincu que les grandes œuvres de la pop culture sont l'équivalent des grands mythes de l'Antiquité. Elles révèlent toujours une vérité sur notre condition humaine. Et justement, quelle est cette vérité dans One Piece? Alors Monkey D. Luffy, c'est un héros très particulier. Il n'est pas particulièrement beau ou musclé comme la plupart des héros de manga, mais il a un super pouvoir. Son corps est élastique, comme du caoutchouc, ce qui fait de lui un combattant redoutable. Mais son vrai super pouvoir n'est pas là. La vraie force de Luffy, c'est de ne jamais céder sur son désir, pour reprendre la fameuse formule du psychanalyste Jacques Lacan. Je m'explique. Tous les adolescents du monde ont éprouvé un jour un puissant désir d'exprimer leur singularité, leur originalité, à travers une activité créative. Mais bien souvent, on finit par se soumettre à des normes sociales et on oublie ce désir. Jacques Lacan avance cette idée. La plus grande culpabilité qu'on traîne tout au long de sa vie, c'est d'avoir renoncé à nos désirs les plus profonds. Dans son séminaire sur l'éthique, Lacan ira même jusqu'à dire que le but de la psychanalyse, c'est pas de rendre les gens normaux, de devenir des normopathes, mais au contraire de provoquer une rencontre avec nos désirs les plus profonds, les désirs que nous refoulons bien trop souvent. Mais Luffy, lui, ne cède jamais. Il ne renonce jamais à son désir. Et le but justement d'une thérapie, c'est pas au contraire de nous aider à aller mieux, de nous rendre heureux, d'être plus aptés quelque part à la société? Alors pour Lacan, pas du tout. C'est la raison pour laquelle souvent la psychanalyse est décriée. On lui reproche de ne pas soigner les patients, de ne pas être assez efficace, mais c'est qu'on lui a attribué un but qui n'est pas le sien. Lacan prend l'image d'Antigone, qui au nom de son désir de pouvoir enterrer son frère dignement, est capable de provoquer le puissant Créon, roi de Thèbes. Antigone, c'est l'héroïne prête à tout pour ne pas sacrifier son désir. Elle est même capable de braver la loi des hommes pour faire régner une loi plus juste. Alors justement, quel est le rapport avec notre héros au chapeau de paille? Eh bien justement, Luffy est un pirate comme Antigone, qui est prêt à s'opposer au gouvernement mondial et à ses lois. Au nom de son désir et de ses idéaux, il est capable de braver l'ordre mondial, même s'il doit risquer sa vie pour ça. D'ailleurs, la seule chose qui intéresse notre héros quand il recrute d'autres pirates, c'est de savoir quel est leur véritable désir, quel est leur véritable rêve. Mais le rêve de Luffy, aujourd'hui, c'est de mettre la main sur le trésor de One Piece. C'est pas un rêve un peu matérialiste quand même? C'est vrai. Mais dès qu'on rentre un peu dans l'histoire, on comprend très vite que ce qui intéresse Luffy dans la piraterie, c'est pas l'argent, c'est pas le trésor. En fait, c'est la liberté. La liberté d'abord pour sa propre vie, mais aussi la liberté de tous les autres. Le rêve de Luffy, c'est de vivre dans une société émancipée de tous les rapports de domination. On peut même dire que la piraterie dans One Piece, c'est tout simplement le symbole de l'anarchie.
Luffy est un anarchiste qui combat un ordre mondial corrompu par le pouvoir. Alors, les pirates représentent le bien contre le gouvernement mondial, qui incarne le mal, c'est ça? C'est pas quand même un peu simpliste comme vision du monde? C'est vrai, il y a ce côté. Alors, mais en fait, c'est pas du tout manichéen. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Luffy combat aussi bien certains pirates que le gouvernement mondial. Les pirates qui s'opposent en apparence à la marine, mais qui reconduisent une autre forme de domination, sont aussi les ennemis de Luffy. Et donc il ne suffit pas de contester l'ordre mondial pour devenir un authentique pirate, il faut encore inventer une alternative aux structures de domination, et c'est justement ce que représente le bateau de Luffy dans cette saga, un espace de liberté qui vagabonde au milieu des océans. Merci beaucoup, Lev. Alan, je vous voyais réagir. Vous êtes un grand fan de One Piece? Alors, pas One Piece, mais quand j'étais plus jeune, c'était Dragon Ball Z. Ah oui. Et je rêve d'un monde où on utiliserait les mangas pour apprendre les soft skills, les compétences RH. Parce que là, on voit bien, en fait, One Piece, c'est beaucoup... c'est le recrutement sur l'envie, la liberté de chacun, faire créer un groupe. Et dans ces mangas, c'est très fort, ce lien d'amitié, de toucher un objectif précis. Et avec Dragon Ball Z, c'était la même chose, la combativité. J'étais abreuvé à ça. J'ai grandi avec Dragon Ball Z. Voilà, bon, on s'entend. Après les mangas, nous, on va repartir sur le sujet de la formation, avec notamment la révolution pour la demande d'emploi et l'orientation, tout de suite dans la deuxième partie du talk. Online Format Pro, le leader européen dans l'e-learning, sans jamais avoir lâché son combat d'origine, la lutte contre la fracture numérique. On va justement continuer d'en parler avec notre invité Alan Drabczynski, responsable de projet chez Online Format Pro. On a parlé tout à l'heure de ces sujets, de la révolution de la formation grâce à l'intelligence artificielle. Vous nous avez parlé. Vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous continuez notamment sur le sujet de l'orientation et de la demande d'emploi. Vous les aidez à trouver leur prochaine aventure professionnelle. On le sait, envisager un changement de carrière, ça peut être difficile. Ça demande aussi un accompagnement individualisé, de nouvelles idées pour s'orienter, au service aussi de l'insertion professionnelle. C'est là où vous agissez aussi chez Online Format Pro. Oui, on a énormément de dispositifs d'insertion et je vais rebondir sur ce que vous avez dit, pardon. C'est eux en priorité qu'on a visé. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est toujours à 15% d'électronisme. On a toujours des endroits qu'on appelle des endroits d'hyper-ruralité où on n'utilise pas Internet, l'ordinateur, etc. Donc c'est pour eux qu'on a fait ça à la base et on l'a étendu à la formation professionnelle. Alors, qu'est-ce que vous faites justement pour ces demandeurs d'emploi? Alors là, on ne boit pas de bière avec une rencontre qui va nous apprendre l'anglais, mais on va être en face d'une personne, d'une IA, qui va prendre la casquette d'une conseillère en insertion professionnelle et qui va nous aider à se découvrir, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut faire, ou en tout cas ce qu'on a fait. Les freins aussi, si je sais pas, j'ai été dans l'industrie pendant 10 ans et j'ai le dos à moitié cassé, je ne peux pas faire d'emploi qui nécessite voilà, trop de conditions physiques. L'IA va prendre toutes ces données-là vis-à-vis de la personne qui va utiliser le module et avec son immense base de données va nous proposer des emplois qui sont faits pour nous en fonction de nos qualifications, mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle va nous proposer également des formations dans notre environnement qu'on peut faire et des offres d'emploi également. Est-ce que justement, avec la puissance de cet outil Pôle emploi, les conseillers Pôle emploi disparaîtront un jour ? Non, parce que ça voudrait dire que nous, nos CIP en interne devraient disparaître. CIP, excusez-nous. Conseiller d'insertion professionnelle. Puisque vous en avez aussi chez Online Format Pro. Bien sûr. Dans notre dispositif d'insertion, on en a beaucoup qui font un travail superbe et qui, accompagnés de cette IA, vont encore une fois avoir leur métier muté parce que tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas, nos CIP nous font des retours sur cet outil. C'est-à-dire que c'est un peu une double culture chez Online Format Pro. L'innovation au service du terrain, et le terrain qui remonte vers l'innovation pour continuer de modifier ces outils et de les améliorer. Au-delà d'identifier les opportunités d'emploi pour eux, vous les préparez aussi, grâce à cette intelligence artificielle, à travailler leurs entretiens d'embauche qu'ils pourraient avoir. Vous scannez en quelque sorte une offre d'emploi, c'est ça? Et grâce à l'intelligence artificielle, vous leur posez des questions qui sont adaptées à la fois à l'offre d'emploi qu'ils ont, mais aussi à leur parcours de vie. C'est ça. Pure simulation et pure mise en situation d'un entretien d'embauche. Donc on va avoir des questions relatives à l'offre d'emploi comme vous l'avez dit, qu'on a donnée à l'IA.
En répondant à ces questions, l'IA va être capable, là pour le coup, dans la conversation, de dire attention. Là, vous avez répondu ça, mais ce qui est intéressant, c'est que je vois dans votre CV qu'il y a 3 ans, vous avez une expérience significative que vous auriez pu réutiliser en répondant à ma question pour être beaucoup plus impactant le jour J lors de votre entretien. Et pour l'anecdote, j'ai croisé un apprenant qui a utilisé cet outil parce que j'ai fait un forum de l'emploi et cette personne a eu un entretien d'embauche et a utilisé cet outil qui s'appelle Recrutia. Elle m'a certifié que les questions qu'elle a eues pendant son entretien étaient les mêmes qu'elle avait avec l'outil d'IA. Et il n'y a pas meilleure récompense pour toute l'équipe R&D, pour nos équipes qui travaillent sur les modules, et même pour la société tout entière, d'avoir un outil si efficace pour ce genre d'exercice. Est-ce que cet élève, justement, a eu son job? Est-ce que vous avez la suite de l'histoire? Il l'a eu. Il l'a eu? Oui. Félicitations, en tout cas. Félicitations à lui. Le sujet de la formation professionnelle aussi, c'est un enjeu crucial aujourd'hui face à l'avenir de l'évolution du marché du travail aujourd'hui. Bah, c'est le soubassement qui soutient justement cette évolution. Toujours en parlant de l'IA, c'est-à-dire que là, il va y avoir une formation dingue à donner à tous pour être concurrentiel sur le marché du travail. Parce que les entreprises ne vont pas attendre. Les entreprises utilisent déjà l'intelligence artificielle. Et j'ai lu un chiffre, je crois que 8 dirigeants sur 10 utilisent déjà l'intelligence artificielle, ou en tout cas est en passe de l'utiliser très prochainement, et est persuadé que ça va faire muter les emplois, encore une fois, et que ça va accélérer la productivité, la créativité et tout ce qui va avec. Il faut absolument que tout le monde se forme à ces sujets, que tout le monde monte dans le train de l'intelligence artificielle, et d'autant plus on est éloigné du numérique, plus il faut s'y mettre. Parce qu'il est hors de question, encore une fois, d'avoir je ne sais combien de pourcentage de personnes qui sont éloignées de l'IA pour une raison ou pour une autre. Moi, ma venue ici, c'est aussi démystifier la chose. Ça a l'air magique, mais c'est pas magique, l'IA, et ça devrait pas faire peur. Il faut que tout le monde s'y mette, parce qu'il va y avoir un fossé énorme sur le marché du travail dans quelques mois ou quelques années. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter un maximum. Comment on va chercher justement tous ceux qui sont éloignés à la fois du numérique et de l'emploi, qui sont dans la région, qui sont dans des zones blanches aussi, qui peut-être sont très éloignés, en tout cas se sentent éloignés de l'intelligence artificielle? Comment vous allez les toucher? Alors on a des dispositifs qui sont financés à la fois par les régions, mais aussi par Pôle emploi, où effectivement on a identifié ces personnes qui expriment un besoin aujourd'hui dans le monde de la formation, qui viennent aussi d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des formations pour une remise à niveau de base en informatique, et c'est souvent corrélé à une remise à niveau de recherche d'emploi, parce que les gens se rendent bien compte que l'un va avec l'autre aujourd'hui. Et par contre, quand ils sont dans nos salles de formation, c'est là qu'on fait tomber l'IA dans l'apprentissage, dans la recherche d'emploi. Et c'est une acculturation petit à petit qui se fait dans nos salles de formation. Et les gens sont épatés. Et quand je dis plus ils sont éloignés de la technologie, plus ça les épate. Parce que, encore une fois, paradoxalement, l'IA est la fonctionnalité la plus humanisante qu'on ait jamais eue. Comment ça? On a toujours parlé à la machine, avec le langage de la machine. C'est-à-dire qu'on parle en ligne de code quand on veut faire un site web, quand on veut faire... il faut apprendre le code. Et aujourd'hui, c'est la machine qui nous parle avec notre langue. Et ça, pour quelqu'un qui est éloigné du numérique, c'est génial. Parce qu'en plus, elle est bienveillante. Donc, il n'y a pas de question de « je ne comprends pas cette commande à faire » ou « qu'est-ce qu'une souris ?» On me parle, je réponds, comme on parlerait à sa famille, en message, etc. Parce que c'est en chat, quoi. Et donc, ça les amène petit à petit à la technologie. Et au niveau de la pédagogie, c'est super. Ça change tout. Est-ce qu'on est aujourd'hui assez formé, Alan, à ces sujets d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on est aussi assez armé pour former d'autres à l'intelligence artificielle et à ces nouvelles technologies qui bouleversent complètement à la fois l'enseignement et le recrutement professionnel? Quand on n'est pas spécialisé dans le domaine, qu'on n'en fait pas une affaire comme Online Format Pro en fait une affaire, probablement pas. Je tiens à rappeler que ChatGPT a débarqué sans pédagogie derrière, en n'expliquant rien du tout, juste en disant, un peu à la mode Silicon Valley, on a un outil hyper puissant, utilisez-le.
pour faire tel ou tel. Mais les gens, il n'y a pas eu de pédagogie. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette magie? Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi une vague de peur d'utilisation de ces outils-là, parce que personne n'a vraiment compris sur le moment. Et effectivement, il va y avoir un travail pédagogique à faire sur l'ensemble de la population. Il y a encore effectivement un petit peu de travail, mais la machine est lancée avec une vision, effectivement, vous l'avez vu au cours de cette émission, résolument tournée vers l'innovation. Online Format Pro poursuit son objectif, proposer des expériences de formation complètes, immersives et adaptées à chacun et à leurs besoins. La pédagogie, vous l'avez vu, la technologie et évidemment l'intelligence artificielle sont les piliers de cette nouvelle démarche. Merci encore à vous, Alan Drabczynski, responsable projet chez Online Format Pro. Merci aussi à vous, Lève, pour votre chronique. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Bonne journée.